Benoît Brossier et Samuel Allôme. Merci de les accueillir. Benoît Brossier, vous êtes dendrochronologue, donc les cernes des arbres. Samuel Allôme, télédétecteur. Oui, on peut dire ça. Ou télédétective. Ça, et la forêt de la Massane, dont j'entends parler depuis des années par Gilles Boeuf, pour qui c'est le Saint Graal. Et vous n'allez pas nous détromper. J'espère. D'après lui, c'est la plus belle forêt d'Europe. Je ne les connais pas toutes, mais c'est vrai que celle-ci, elle est belle. Donc bonjour à tous, donc moi je suis Benoît Brossier et donc avec Samuel on va vous faire voyager un petit peu au travers de cette forêt. Je vais vous présenter moi déjà le suivi qu'on a mis en place déjà depuis quelques années et Samuel vous fera prendre un petit peu d'altitude en observant cette forêt en fait d'un peu plus haut. Donc notre suivi que nous réalisons dans cette réserve naturelle vise à étudier la régénération des principales plantes ligneuses qui se trouvent dans cette réserve. C'est avec cet objectif prétentieux de pouvoir répondre à cette question de quelle va être la dynamique forestière de cette masse, de cette hêtraie dans les conditions de réchauffement climatique et de pression pastorale. Donc il faut savoir que ce suivi intègre l'ESO de l'Observatoire des communautés végétales de l'OREM. Donc les liens avec cette réserve remontent à 2006 où une première étude sur la régénération avait été mise en place dans le but de suivre la pression pastorale et l'évolution d'une population de pins noirs. En 2011, cette étude a été intégrée à l'OREM et a formé donc l'ATO recrutement forestier et pastoralisme. En 2015, nous avons décidé en fait de réorganiser en fait notre protocole de manière à observer, d'avoir un regard plus large sur l'ensemble du peuplement et sur les divers processus qui peuvent influencer justement cette régénération. Donc pour cela, on a introduit des observations sur la phénologie, sur la structure de la population en place, ainsi que les interactions plantes-insectes. Donc cette réserve se trouve dans les Pyrénées-Orientales, sur les hauteurs de la commune d'Argelès-sur-Mer. Elle s'étend sur une superficie d'un peu plus de 300 hectares, dont 10 hectares sont protégés et mis en exclos. Et c'est ici que nous concentrons en fait nos recherches. Donc cette réserve a été créée en 1973 et depuis 2021, elle est maintenant classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle révèle, au dernier recensement, plus de 10 000 espèces ont été recensées. Et elle se compose, son couvert forestier se compose d'une superbe hêtraie dans lequel nous pouvons également retrouver différentes espèces comme de chênes, des ifs, du frêne, du houx et ainsi de suite. Donc pourquoi étudier cette fameuse hêtraie ? Donc ici vous avez une représentation de l'aire de répartition du hêtre commun, donc Fagus sylvatica, et vous pouvez voir que la réserve se retrouve dans la partie vraiment sud de cette répartition. Ainsi, cette localisation place la Massane dans une position de sentinelle et offre une position de sentinelle pour étudier la réaction des écosystèmes forestiers et particulièrement des hêtraies au changement climatique. Le deuxième intérêt de la Massane, ce sont son héritage. L'héritage des anciennes pratiques sylvopastorales, puisque même si le hêtre reste dominant, ses activités passées sont venues modifier et ont permis l'installation en fait, de différents peuplements. Donc même si cette réserve est actuellement en libre évolution depuis 150 ans, si vous avez l'occasion d'aller vous promener, vous pourrez ainsi, de gauche à droite, vous pourrez vous promener dans un peuplement avec de superbes hêtres majestueux de plus de 25 mètres de haut, puis traverser une population un peu plus dense de hêtres qui est un héritage en fait du charbonnage, ou enfin croiser la présence de hêtres de pins noirs qui résulte en fait d'une politique de restauration des terrains de montagne.
Donc pour étudier tout ça, nous avons mis en place un protocole, bien sûr, qui vise donc pour la phénologie, de suivi de phénologie. En fait, nous avons placé 35 collecteurs de litière dans les différents peuplements. Vous décaler un peu, c'est pour la caméra. C'est pour la caméra, je suis trop près. C'est mieux. C'est mieux. C'est bon? C'est mieux. Ok. Merci. Donc voilà, donc ces fameux collecteurs de litière qui sont donc en nombre de 35 nous permettent qui sont répartis au sein de la réserve intégrale, à l'intérieur de la réserve, nous permettent en fait de récolter tout ce qui tombe des arbres, donc fleurs, feuilles, graines et une petite nécromaste. Donc tout ce matériel végétal va être en laboratoire identifié, dénombré et pesé. Le suivi des plantules, quant à elle, s'appuie sur 30 placettes de 16 mètres carrés, donc réparties à l'intérieur de la réserve intégrale et en dehors, de manière à observer l'action du pastoralisme. Et afin de pouvoir avoir un suivi continu et retrouver les plantules, en fait, ces placettes ont été marquées au sol en fait, par des tubes, ce qui nous permet d'avoir une position identique à chacun de nos passages. Qui sont de 3 par an pour les plantules et 5, pardon, que j'avais oublié, pour les collecteurs. Donc en s'appuyant sur l'utilisation d'un carnet de terrain électronique, nous pouvons en fait suivre de manière individuelle chacune des plantules et ainsi renseigner différentes informations tout au long de sa vie. Donc bien sûr, par exemple, son espèce, bien évidemment son espèce, mais l'évolution de son feuillage et la prédation également par rapport aux insectes ou la présence de galles, pour ne citer que ça. Donc maintenant, les résultats que je vais vous présenter, il faut savoir que, pour le moment, on a énormément de données, mais on est vraiment sur des résultats vraiment préliminaires. Donc on ne va pas pouvoir encore accuser officiellement le réchauffement climatique sur les différents phénomènes que nous avons pu observer, mais nous y travaillons. Et donc pour se présenter ça, je vais m'appuyer sur un travail qui a été réalisé par Aude de Molinier, qui a fait son stage de Master 2 avec nous en 2022, et ainsi que les différentes observations qu'on a pu faire depuis. Donc tout d'abord, encore un graphique peut-être qui ne sert à rien, mais quand même qui nous dit quelques informations. Ici, donc, vous avez les relevés météorologiques de la station de la réserve. Donc, vous avez en bleu le cumul des précipitations annuelles qui ont été relevées depuis 1960. Donc, à la Massane, il pleut un peu plus, puisque on est aux alentours de 1300 mm par an. Et depuis 60 ans, voilà, on a une tendance à la baisse qui est de l'ordre de 200 mm. Et à l'inverse, en fait, on a une augmentation des températures moyennes de 2 degrés depuis les années 70. Donc, concernant notre régénération, donc je vais me focuser vraiment sur le être. Vous avez ici un graphique qui peut faire peur au début, mais alors en gros, vous avez la représentation du nombre de faines que nous avons retrouvés dans chacun des collecteurs pour chacun de nos passages. Donc vous avez en haut donc, toutes les années et ensuite les deux collecteurs. Donc qu'est-ce que nous pouvons observer? Donc tout d'abord, que les faines semblent tomber à l'automne. Donc pour le moment, on est bon. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est 2 fainées, ce qu'on appelle totales. C'est-à-dire que l'ensemble du peuplement a produit des graines et nous retrouvons des graines dans tous nos collecteurs dans les différents peuplements. À l'inverse, donc ça, se sont produits en 2016 et en 2020. À l'inverse, en 2018 et en 2022, donc, qui n'y est pas intégré, mais on a un peu le même principe, nous avons ce qu'on appelle des fainées partielles, c'est-à-dire la production est moindre et parfois même localisée, comme en 2018, en fait, où on n'a que le peuplement que je vous ai montré de hêtres majestueux qui a produit des faines, les autres peuplements n'ayant produit pas de faines. Ce qu'on observe également en 2018, c'est la forte présence en fait, de faines parasitées par un petit papillon, enfin une petite larve qui s'appelle donc Sita. Et ce petit insecte en fait, va avoir une influence en fait, ensuite les années qui suivent
puisque ici vous avez une représentation, le dénombrement en fait de toutes nos plantules, des nouvelles plantules de hêtres que nous avons pu observer, donc qui sortent, comme vous pouvez voir, pour la majorité en juin. Donc les années de Féné total, qui étaient en 2016 et 2020, permettent la mise en place d'une grande cohorte de plantules, puisque plus de 4000 nouvelles plantules ont été recensées en 2017 et 2021. Et si on prend le cas, donc voilà, de 2018, qui montrait quand même une certaine production de graines, l'impact de ce petit insecte en fait va avoir un rôle sur le retour en fait la production de plantules, puisque nous voyons que 2019 n'apparaît pas en fait comme une année en fait de production de plantules. Donc voilà ce que je pouvais dire. Donc voilà, comme je vous disais, c'est vraiment des résultats préliminaires, mais qui ouvrent des perspectives assez intéressantes. Je vais passer maintenant la parole à Samuel, qui va nous faire prendre de la hauteur. Un petit peu, mais... Prenez de la hauteur, mais prenez aussi de la profondeur pour la caméra. Ouais, après, Merci. Il faut qu'on puisse avoir le petit retour vidéo avec un petit écran. Donc moi, je vais vous parler de la télédétection pour suivre en fait la phénologie de la forêt de la Massane. Donc la télédétection, c'est l'observation des milieux à distance. Donc en fait, on est là pour apporter un peu des informations supplémentaires et spatialiser en fait une information sur l'ensemble, parce que vous avez vu que les observations, c'est à peu près une trentaine de sites ponctuels d'observation in situ. Mais donc ça c'est déjà, ça demande beaucoup d'efforts. Et donc la télédétection permet d'apporter un petit peu une approche plus spatiale de l'information. Alors pas que spatiale, vous allez voir, c'est aussi temporel. Alors j'ai donné en gros l'intérêt de la télédétection. C'est à la fois informer sur la structure des peuplements forestiers, donc c'est sur lequel je vais développer tout à l'heure. La composition, donc est-ce qu'on est sur des feuillus, des résineux, et puis voir plus regarder un petit peu les espèces, etc. Et puis sur l'évolution, donc là on est plutôt sur les aspects temporels, donc voir la phénologie, donc qu'est-ce qui se passe pendant une saison, et puis en intersaisonniel, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a des changements qui sont dus à des changements de structure ou de composition, on revient à ça. Donc la structure, c'est plutôt... alors à chaque fois derrière, il y a des capteurs qui vont être différents, qui vont avoir des particularités spécifiques. Et puis on va... en fait, le rôle du télédétecteur, c'est aussi choisir le bon capteur qui répond à la bonne question. Donc pour les structures, on s'intéresse plutôt à l'aspect donc 3D. Donc là, c'est le lidar qui va être privilégié. La composition, c'est du multispectral, enfin c'est de l'optique avec du multispectral ou de l'hyperspectral, si on veut rentrer dans des détails sur les espèces, par exemple. Et puis l'évolution, ça demande d'avoir des séries temporelles pour avoir des survols réguliers sur les zones d'intérêt. Ah. Alors, bien entendu, voilà, Benoît vous a donné un peu le contexte. Donc, on avait besoin pour répondre aux besoins des chercheurs de l'ISEM, c'est de caractériser en fait cette forêt de la Massane, à la fois en termes de structure. Donc, une des premières questions, c'était la question du structure du couvert forestier de la Massane. Et puis aussi, comme on travaille sur du lidar, et c'est des nuages de points, c'est de la 3D. En fait, le lidar, on a un capteur qui est actif, qui envoie un flux de lumière sur la canopée. Et puis, il y a les premiers échos qui vont frapper, finalement, frapper la canopée, la surface. Et puis, il y a un retour. Et puis, c'est le temps de retour qui va nous donner un petit peu la position du point qui a été frappé. Et puis, dans ce flux de lumière, il y a quand même une pénétration de la lumière qui va jusqu'au sol. Donc, on a à la fois l'information sur le couvert forestier et puis sur la topographie. Donc, ça, c'est des informations qu'on ne peut pas avoir, par exemple, avec de l'optique.
Donc un des objectifs, et comme c'est un observatoire, la Massane, c'est pas forcément que ça peut servir à d'autres choses. Donc là, c'était de proposer des descripteurs explicatifs de la dynamique de la régénération du hêtre. Mais bien entendu, il y a d'autres applications. Quand on a ce type d'information, ça peut servir à d'autres choses. Alors en 2020, on est allé sur le terrain donc pour couvrir notamment la zone de la réserve de la Massane, et donc avec un capteur qui s'appelle Yellowscan. Donc je vous donne, je vous donne pas la description de l'ensemble. Enfin, il y a quand même une précision de 4 cm, ça c'est important. Donc on a quelque chose qui est très précis. On parcourt en fait la zone, vous voyez, par grille. Donc ça se fait, c'est pas manuel, hein, on n'est pas aussi bon pilote. Ça se fait via un pilotage par ordinateur. Et puis c'est monté sur un drone. Donc ici, vous voyez, DJI Matrice 600, voilà, ce qui fait le travail. Et puis donc on va récolter ces données. Et on arrive à avoir quelque chose. Donc là, vous avez la zone couverte. Et puis, voilà une coupe transversale de la Massane. Vous voyez que... alors là, on a un nuage de points qui est très, très, très dense. Alors quand vous avez des survols aériens, on est plutôt à une centaine de points par mètre carré. Et là, on est sur 650 en moyenne, voilà, points par mètre carré. Donc là, on voulait mitrailler fortement les choses. Bon, on avait couplé ça... C'est aussi le côté transversal. On avait aussi une thèse qui s'intéressait aussi plutôt au capteur et l'effet de l'angle, d'observation de l'angle sur la qualité des données. Donc ça fait beaucoup de points à traiter, des masses de données importantes. Donc il y a tout un travail de pré-traitement pour arriver à ce produit-là. Et donc, une fois qu'on a ces points-là, en fait, on est en mesure de donner de l'information. Alors, bien sûr, sur les hauteurs, sur des profils de végétation, sur le diamètre des couronnes, la stratification. Il y a aussi du plant area index, donc la surface couverte en termes de plantes par unité de surface et des densités, etc. Et aussi, par exemple, les taux de trouée. Donc ça, c'est des métriques LIDAR accessibles qui seront plus ou moins avec des mesures directes ou alors qui sont modélisées. Et là, vous voyez que on peut les mettre en relation avec des données qui sont déjà un peu digérées du terrain. Donc, par exemple, le taux de survie, le nombre de plantules, les indices de germination. Et donc, on a eu un master qui a travaillé là-dessus il y a 2 ans. Et donc, on est en mesure de faire des modélisations. Alors, bon, bien entendu, il y a des choses qui sont attendues. La régénération, ça dépend de l'ouverture, de la pénétration de la lumière, etc., de la hauteur de la végétation. Mais l'intérêt aussi, c'est de pouvoir en fait spatialiser cette information. Allez, la dernière, Samuel. Et la dernière, ça tombe bien. Donc la suite, c'est en fait suivre aussi, donc poursuivre le travail sur le données LIDAR, parce qu'il y a encore du travail là-dessus. Et puis suivre un petit peu la phénologie dans le temps. Avec, vous voyez, à l'aide on a un capteur qui s'appelle Sentinel-2, qui nous permet d'avoir accès à des séries temporelles et qui nous permet de voir un petit peu l'évolution dans le temps. Alors ça, ici, c'est un indice de végétation. Et à voir s'il n'y aurait pas finalement des signatures qui diraient ici, on a plutôt un débourrement, une floraison, etc. Donc c'est des choses qu'on va faire l'année prochaine via un stage de master. Merci, bravo. Merci. Alors j'ai pas tout compris enfin voilà, le LIDAR permet d'avoir une idée de l'espèce ou du genre. Alors non, pas justement, là, pas du tout. Alors à moins que vraiment il y ait des formes caractéristiques de l'espèce. C'est-à-dire quand on fait des formes feuillus résineux, et puis si l'arbre est suffisamment isolé, on arrive quand même à détecter des formes. Mais après, là, c'est plutôt quand on a des peuplements comme celui de la Massane, où c'est des peuplements assez fermés, on va plutôt utiliser de l'optique. Donc il va y avoir des réponses spectrales qui vont être différentes selon les espèces. Et puis même voir l'optique multispectrale avec
des capteurs comme Sentinel-2, c'est pas assez. C'est 13 bandes, on a très peu d'informations très très fines. Donc là, c'est plutôt de l'hyperspectral. Et là, c'est des capteurs qui sont un petit peu plus rares et qui existent moins du point de vue global. On a encore des capteurs qui sont mis sur des avions. Et puis, il y a quand même des missions spatiales qui se développent. Parce qu'il y a des capteurs utilisés par le monde agricole qui vont loin dans la définition, mine de rien. Dans la définition de ? Dans la reconnaissance des espèces ou des variétés. Alors, quand c'est dans le monde agricole, si vous avez 2 espèces ou 3, c'est ça. C'est pas faux. Comment tu as dit, en tout cas en espèces arborées, on est à combien d'espèces ? Au niveau ligneuse, on est au moins sur une trentaine vraiment présentes. Voilà, donc là, c'est pas magique, hein, télédétection, ça va pas discriminer les espèces comme ça. Eh ben, c'est bien dommage. Voilà. On y travaille. Mesdames, messieurs, c'est à vous. Le micro arrive dans 5, 4, 3, 2, 1. Bonjour. Oui, bonjour. Anna Palacios. Je voulais savoir ou comprendre pourquoi dans le graphe qui nous a été montré sur le nombre de FEN par année, pourquoi il y a des relevés où il n'y a pas de FEN du tout et à quoi c'est dû ? C'est celle d'avant. Okay. Voilà, 2017-2019. Donc, il faut savoir en fait que le hêtre ne produit pas des FEN tous les ans. Okay. Donc on a une cyclicité qui est très très variable en fonction de la structure du peuplement, en fonction de la localisation. Et c'est encore quelque chose qui est un peu discuté, on va dire, au niveau de la littérature par rapport vraiment aux facteurs déclenchants de ces phénés. On ne connaît pas tout de la vie du hêtre, de sa phénologie. Pas encore, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que vous êtes là. Voilà. On va essayer d'apporter la pierre à l'édifice. Oui. Donc tout n'est pas dû au changement climatique dans tout ça. Non, c'est ça, c'est vraiment une cyclicité qui est très régulière. En fait, ce qui manque, c'est le recul aussi temporel. Même si on commence des observations en 2016, finalement, pour avoir ces cycles-là, c'est un peu long. Donc, ce qui est bien aussi, c'est que, je vous ai parlé de la télédétection, on a le Sentinel-2 là, qui va nous servir pour faire ces suivis. Il commence en 2016, donc ça, c'est pile poil le bon timing. Mais après, on rentre dans les observations à long terme. Une petite dernière. Oui. Le micro arrive. On est un peu en retard, c'est pour ça que je ne prends pas une troisième question. Bonjour. Oui, bonjour. Jean-Baptiste Charlier, UMRGO. J'aurais une question sur l'évolution qu'on peut attendre avec le réchauffement climatique, donc sur le changement des essences peut-être dans la forêt. Est-ce que l'accélération qu'on commence à voir, en tout cas qu'on suppose fortement du réchauffement, va pas aller trop vite pour que la forêt s'adapte ? Donc est-ce qu'on a un risque de disparition de la forêt ou est-ce qu'elle saurait s'adapter avec des nouvelles essences ? Oui, on ne cesse de dire que le hêtre sera la première victime du changement climatique avec l'épicéa. Là, vous êtes au sud de l'aire de répartition. Alors en fait, c'est l'intérêt en fait de travailler sur l'Amazone, puisque même si on est dans une hêtraie majoritaire, nous avons d'autres espèces, donc telles que le chêne pubescent, le chêne vert ou le pin, qui sont des espèces entre guillemets plus adaptées à des conditions plus sèches et chaudes. Et donc l'objectif, c'est de suivre cette compétition en fait interspécifique dans l'Amazone. Je ne peux pas répondre à votre question directement, là, ça va être un peu l'objectif, mais par exemple, typiquement, cette année, donc on a une succession d'années relativement sèches depuis 2021, et cette année, on a vraiment un dépérissement en fait, des hêtres qui sont affectés au niveau de leur appareil foliaire. Et en parlant avec le gestionnaire, on s'attend à une mortalité en fait, des individus, une grande mortalité qui va ouvrir le milieu. Donc à voir si ça peut être bénéfique ou pas. Et l'intérêt aussi de l'étude, c'est que je vous ai montré les différents types de peuplement, c'est de comparer aussi si la structure et l'âge des populations en fait, peut permettre une meilleure adaptabilité en fonction en fait, de cette structure. Merci, c'est ce sur quoi travaille l'exposé suivant. Vous allez voir. Merci, messieurs.